Bonsoir, merci infiniment d'être là avec nous. Remerciement particulier à l'ensemble des amis de Fils de France qui ont organisé cette soirée. Depuis 2 années d'existence de Fils de France, c'est la première fois que nous venons en province. On est très heureux de commencer par Lyon, sachant que pour nous, Lyon, c'est peut-être un des terrains les plus difficiles en France, pour tout un ensemble de raisons que j'évoquerai peut-être tout à l'heure. Si vous le voulez bien, moi je ne vais pas énormément parler, mais plutôt laisser libre les questionnements de manière à ce qu'on puisse tordre un petit peu la ligne Fils de France en étant, je l'espère, critique et voilà, que moi je puisse être stimulé par vous pour essayer de répondre à tout ce qui n'est pas forcément clair dans vos esprits. Et j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de points d'interrogation peut-être sur ce qu'est cet objet un peu non identifié dans le champ de métapolitique aujourd'hui qu'est Fils de France. Donc moi je fais une présentation relativement succincte. Et puis ensuite, je vous laisse la parole et puis on discute autant que faire se peut sur les points les plus obscurs de la ligne de Fils de France. Donc, je dirais, pour faire simple, Fils de France, qu'est-ce que c'est ? Tout à l'heure, ça tombait très très bien, je suis allé prier la prière du vendredi dans une mosquée de banlieue et donc quelques personnes m'ont reconnu. Et puis, et donc s'est engagée la conversation avec des gens qui ne me connaissaient pas du tout. Et alors me dire, qu'est-ce que c'est que Fils de France ? D'après les aspects, je dirais, vestimentaires, il n'était pas vraiment, on peut pas dire que c'était client potentiel de la ligne Fils de France. C'était assez looké, Ramis, etc. Enfin bref. Et donc j'ai commencé à expliquer. Alors, la ligne de Fils de France, elle est relativement simple. C'est de dire que l'individu est composé dans son identité de plusieurs lignes, une ligne nationale, une ligne ethnique, une ligne religieuse, etc. Et que nous, à Fils de France, nous avions le désir ardent de distinguer ce qui relevait du culte et ce qui relevait de la culture. Pour quelle raison ? Parce que dans un contexte d'immigration relativement important, comme a été celui de la France dans les années 60, 70 et 80, le fait qu'une population importante, extra-européenne et extra-chrétienne se retrouve à l'intérieur de l'Hexagone a questionné les identités des uns et des autres. Et donc, produit aussi un certain nombre de tensions. Et dans le cadre de cette et dans la volonté de faire baisser aussi ces tensions, l'idée était simplement de dire que l'on pouvait être musulman dans son identité spirituelle et totalement français dans son identité culturelle. Alors, lorsque nous disons ça, nous répondons aussi à un certain nombre d'acteurs du moment qui insistent dans les revendications sociales notamment, en convoquant l'islam, ou dans un certain rapport à la mémoire, où l'on convoque encore la religion musulmane. Et donc, l'islam se retrouve mêlé, finalement, à des revendications tout à fait légitimes par une partie des acteurs de quartier qui, dans leur islamité, revendiquent combattent les injustices sociales. Or, nous disons que l'appartenance à une strate sociologique ne relève pas de la confession. On peut être riche et musulman et on peut être pauvre et catholique. Donc, constamment amalgamer l'idée de l'islam et de sa condition sociale enferme l'image musulmane dans une stratification sociale, tandis que l'islam est une idée universelle. Pareillement, concernant la mémoire, beaucoup, par exemple, notamment sur la guerre d'Algérie, et c'est peut-être un peu pour ça que Lyon est un terrain peu aisé pour Fils de France, puisque une grande communauté algérienne est présente,
c'est que l'idée de la mémoire, notamment de la mémoire du colonialisme, et dans cette mémoire du colonialisme, en règle générale, celle de l'Algérie et de la guerre d'Algérie en particulier, sont souvent amalgamées à l'identité religieuse. Or, tous les musulmans ne sont pas fils ou petits-fils de résistants algériens, et tous les résistants algériens, en plus, n'étaient pas musulmans. Il y a eu un nombre conséquent de communistes, notamment durant la guerre d'Algérie, donc des Français de vieille souche, qui se sont engagés corps et âme pour l'indépendance de ce pays, et qui d'ailleurs sont considérés aujourd'hui comme résistants, c'est-à-dire avec des cartes de Chouhada, etc., etc. Bref. Donc, que l'on soit dans le social, que l'on soit dans l'historique, que l'on soit dans tout un tas de revendications, il y a un amalgame malheureux qui est fait entre une identité spirituelle et une condition, une trajectoire sociale. Et à Fils de France, nous avions ce désir ardent de distinguer tout cela en disant que, ben oui, on peut être musulman et puis pas forcément lié à ces trajectoires de revendications sociales ou historiques. Alors pourquoi ? Parce que la France est basée sur des régions aux cultures fortes. La France est créée sur des identités régionales fortes, et que la France possède une culture, même si elle est très malmenée en ce moment par cette américanisation rampante qui déstructure des habitudes bien françaises. Donc cette identité française demeure forte, et maintenir, si vous voulez, une sorte de fantasme des origines maghrébines ou arabes au fur et à mesure des générations n'avait pas vraiment de sens avec la réalité. Donc vous allez avoir des gens qui vont revendiquer par exemple une appartenance de manière très très pompeuse à l'Algérie ou au Maroc, mais qui finalement vivent en France, s'y sentent relativement bien ou pas bien, mais en tout cas n'émettent pas l'idée du retour dans les pays d'origine. Et donc là encore, souvent l'islam est convoqué comme un adjuvant ou un additif identitaire, alors que ce n'est pas finalement son rôle. Et en termes de perception pour le français, je dirais, de vieille souche, de ce fait religieux à travers la revendication sociale, à travers la sur-revendication des origines, etc., amalgamé à l'islam, fait que tout ça pose un énorme ou plusieurs énormes points d'interrogation. Si on y ajoute les tensions internationales dues aux différentes guerres du Golfe, d'Afghanistan et éventuellement l'aspect belliqueux de certains groupes musulmans, on a un paysage islamique français extrêmement hétérogène, mais composé uniquement, je dirais, de trains qui arrivent en retard, en négligeant et en ignorant, par une sélection involontaire, tous les trains qui arrivent à l'heure. Et finalement, les trains qui arrivent à l'heure, ce sont tous ces jeunes musulmans français, socialisés de manière tout à fait classique par l'école républicaine, un petit peu la télévision, les groupes d'amis, etc., qui ont une islamité soit héritée simplement, soit culturelle, soit pratiquante, soit parfois même littéraliste, mais qui n'éprouvent pas de contradiction entre leur identité culturelle et leur identité cultuelle, qui assument tout à fait le fait d'être culturellement français, même si ce culturellement français pose énormément de points d'interrogation dans un contexte de mondialisation destructrice pour les identités culturelles. Donc ne voyant pas, donc ces trains qui arrivent à l'heure ne voient pas de contradiction notoire entre le fait de l'identité musulmane et de l'identité française. Voilà. Donc ensuite, on va dire oui, mais il y a quand même des incompatibilités fortes entre la dimension musulmane qui lie la foi et la loi et la dimension laïque française. Bon, ça, je pense que ce sont des questions, ce sont des petites questions auxquelles on peut
je pense, très simplement et facilement répondre. S'il y a une mise en perspective de ce qu'est l'islam, justement, dans son processus d'acculturation, donc de transmission ou de passage dans des cultures diverses et variées, et la tradition monarchique ou républicaine française qui a toujours fait sa place à l'altérité, qu'elle soit ethnique ou même religieuse. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là. C'est vraiment une guise d'introduction pour que vous puissiez vous poser vos questions. J'espère qu'il y en aura. Voilà, donc je vous écoute. Je ne sais pas s'il y a un système de micro ou. Alors, comme la caméra est de dos, manifestement, vous ne serez pas filmé lorsque vous posez des questions. Donc, soyez absolument libre de poser les questions qui vous viennent. Et surtout, s'il y a des gens dans la salle très hostiles aux positions de Fils de France, qu'ils n'hésitent pas à le dire et à discuter et à problématiser leurs oppositions tant que c'est fait de manière courtoise et d'accord. Donc la question c'est puisque l'islam est un système à la fois éthique et à la fois religieux et politique, comment est-ce que il peut s'adapter à un contexte laïcisé, sécularisé, qu'est le contexte français républicain. Donc, alors, il n'y a pas... la religion musulmane a produit une civilisation qu'on a appelée la civilisation musulmane, civilisation islamique. Il faut juste distinguer l'islam avec un I minuscule de ce qu'est l'islam avec un I majuscule. L'islam avec un I minuscule, c'est cet ensemble religieux, universel, qui est une spiritualité. Et le islam avec un I majuscule, c'est l'islam de la civilisation musulmane, qui commence avec les Omeyyades, pour faire simple. Donc dynastique, etc. Pourquoi l'islam est devenu un système politique? Parce que, à l'époque, et les chrétiens avant les musulmans, imbriquaient le religieux dans le politique. La conversion de l'empereur Constantin au christianisme aboutit à ce que l'empire byzantin, qui était païen, est pour religion officielle la religion chrétienne. D'accord ? Les musulmans, dans ce contexte-là, ont créé un empire en calquant leur système de gouvernance sur l'empire byzantin. Donc c'est une occurrence historique qui produit un système. Ce n'est pas un système qui rencontre le système califal, ce n'est pas un système qui rencontre, ou l'imbrication du politique et du religieux, ce n'est pas un système qui rencontre sa logique dans la profondeur des textes musulmans, pas du tout. C'est simplement une rencontre avec une donnée politique historique de l'époque. Et les musulmans adoptent cette manière de fonctionner qui avait été adoptée par les chrétiens eux-mêmes. Et le processus de sécularisation, donc de distinction du religieux et du politique, était malgré tout existait malgré tout, puisque les théologiens avaient des avis, étaient consultés par le pouvoir politique, mais n'étaient pas le pouvoir politique. Le système califal, dynastique, consultait les théologiens, mais les théologiens n'étaient pas les tenants du pouvoir, si vous voulez. Donc, je dirais que cette idée que l'islam ne distingue pas le système politique du système religieux est une extrapolation de ce qu'a été l'islam avec un I majuscule dans un cadre historique particulier. Voilà. Et c'est ce qui fait dire à nombre de théologiens aujourd'hui que la possibilité de réinventer les systèmes de gouvernance dans les pays musulmans ou chez les musulmans en tant que minorité eux-mêmes dans les pays non musulmans est constamment en mouvement, si vous voulez. Donc il n'y a pas de système arrêté. Voilà. Monsieur. D'accord. Donc quelle est la position de Fils de France sur l'islam de France? Alors, l'islam est né dans un pays arabe, qui s'appelle la péninsule arabique, a été révélé le Coran en arabe avec un prophète qui était arabe. Sauf que c'est un message universel. Donc ce message universel il y a une réalité anthropologique
de ces primo-musulmans, des premiers musulmans, qui se situe dans l'arabité. Bien. Sauf que le message étant universel, il va très vite dépasser cette arabité. Et il va rencontrer un ensemble de cultures, de races, d'ethnies, de langues extrêmement différentes, à tel point qu'aujourd'hui, les Arabes ne sont que 1/5 de l'ensemble de la population musulmane mondiale. Quoi de commun entre un Malien et un Indonésien? Manifestement, du point de vue culturel, ils s'habillent différemment, ils mangent différemment, ils parlent différemment et ils pensent différemment. Sauf que si vous les mettez ensemble pour accomplir la prière de midi, de Dhuhr, ils feront 4 unités de prière tous les deux. Parce que la mécanique religieuse, qu'elle soit liée à l'orthodoxie ou à la pratique, sont identiques quel que soit le lieu où on se trouve. Mais quand on parle d'un islam de France, nous en France, enfin à Fils de France, on parle même d'un islam français. Parce que nous percevons 3 étapes dans ce qu'on appelle l'islam. Alors, on parlait d'abord d'un islam en France. Qu'est-ce que c'est qu'un islam en France? C'est l'islam de nos parents. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vécu 20 ans, 30 ans au sud de la Méditerranée, qui arrivent en France avec une identité religieuse, mais qui est cantonnée à leur culture qui est de toute façon façonnée par leur vie au Maroc, en Algérie ou en Afrique subsaharienne, en Tunisie, en Turquie, etc. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler l'islam de France. L'islam de France, c'est l'islam de leurs enfants qui commencent à composer avec un environnement nouveau qui accueille une foi nouvelle. Nouvelle avec beaucoup de guillemets, parce que en vérité, la France et l'islam connaissent une relation historique bien plus importante que ça. Mais enfin, je veux dire que pour la première fois, massivement, des musulmans vont commencer à réfléchir au concept de laïcité, de république, de citoyenneté, en les liant, en les confrontant à leur identité religieuse. Et donc, nous appelons ça un islam de France. C'est le moment où on va tenter d'aménager la rencontre entre cette foi musulmane, cette pratique musulmane, et les concepts forts qui font la République française. Et en troisième lieu, nous, à Fils de France, nous parlons d'un islam français. L'islam français, c'est celui qui ne se pose plus la question. C'est-à-dire, je suis musulman, je prie 5 fois par jour. Comme je mange 3 fois par jour pour nourrir mon corps, je prie 5 fois par jour pour nourrir mon âme. Et ma dimension spirituelle et ma dimension verticale sont intrinsèquement musulmans. Mais mon horizontalité, ma socialisation, mes codes culturels, mes codes d'interaction sont inscrits, sans que je me pose la question, puisque c'est un fait, j'ai grandi avec, dans la culture française. Et il n'y a plus de question posée entre cette verticalité eschatologique, spirituelle, pour certains qui en ont la chance, mystique, et cette horizontalité culturelle française, avec, pour caricaturer à outrance, la baguette et le béret. Baguette et béret, et puis mon mois de jeûne annuel et mes 5 prières par jour. Ça, c'est l'islam français. Tout à fait. Alors c'est bien, votre question est très 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 pertinente. Alors, c'est un islam français qui est encadré. Il n'est pas anarchique. Il est encadré par les théologiens. Les théologiens qui ont la capacité de distinguer ce qui peut être acculturé et ce qui ne doit pas l'être. Si on est en France, on priera 5 fois par jour. Que l'on soit à New York, à Médine ou à Bamako, la prière canonique est inscrite 5 fois par jour. On peut les faire ou ne pas les faire. C'est pas ça la question. Mais l'orthodoxie musulmane est valable pour l'ensemble des musulmans. Sauf que notre spécificité, c'est de vivre, de respirer français. Et d'aimer notre pays, la France. Avec une spiritualité qui est musulmane. Alors on me dira, mais cette spiritualité n'est pas
est étrangère à la culture française. Je dis oui, mais le christianisme n'est pas né au Mont-Saint-Michel. Le christianisme lui-même est un produit proche-oriental ou sémite en tout cas. Tout comme donc il n'y a pas finalement d'opposition entre les deux. Je vais vous donner un exemple très clair de ce que l'on peut de la plasticité. Voilà, c'est très important, c'est cette idée de plasticité. C'est-à-dire que l'islam est quelque chose d'extrêmement plastique. Il y a une forte capacité d'adaptation aux cultures que la religion musulmane rencontre. Cette forte capacité d'adaptation se traduit notamment par quelque chose d'important qui est le mariage. Le mariage, c'est une pratique sociale universelle, à tel point que même on nous a fait le mariage pour tous maintenant. Ce mariage entre un homme et une femme, en islam, possède quelques conditions. Première condition, c'est l'acceptation mutuelle, le fait que l'homme veuille se marier avec cette femme et cette femme avec cet homme. Donc, quand on parle de mariage forcé islamique, on est déjà dans l'antinomie de ce qu'est la religion musulmane. Et souvent qu'on amalgame avec des traditions, de malheureuses traditions. Donc, l'acceptation mutuelle, la dot, qui peut être presque symbolique, et les témoins. Sauf que, en islam, contrairement au catholicisme, le mariage n'est pas un sacrement. Le mariage est un contrat entre deux personnes en vue de vivre ensemble et de procréer. Donc, si nous sommes dans un cadre contractuel, il faut que le contrat puisse être respecté, que les deux parties puissent faire respecter leurs droits et devoirs. Donc, il faut un cadre légal. Donc, au début des années 90, si mes souvenirs sont bons, un ensemble de théologiens se sont réunis en disant, mais puisque la finalité de la jurisprudence musulmane dans le mariage, c'est de faire respecter les droits et devoirs de l'époux et de l'épouse, seul un cadre légal peut assurer la finalité de la jurisprudence musulmane. C'est donc pas symboliquement le mariage devant un imam qui fera foi, puisque la loi ne le reconnaît pas. C'est donc le mariage à la mairie qui devient le mariage musulman. Je ne sais pas si je suis clair. Parce que seul le mariage à la mairie propose un cadre contractuel qui respecte la finalité de ce contrat de mariage, qui est de faire respecter les droits et devoirs de l'époux et de l'épouse. Voilà. C'est un petit exemple de processus d'acculturation, mais je pourrais vous en sortir peut-être des dizaines qui exposent cette plasticité de la religion musulmane. Et finalement, on a tendance, souvent, parce que nous sommes dans une posture très identitaire aujourd'hui en France, parce que il faut aussi analyser ça à l'aune d'une psychologie sociale, c'est que être fils d'immigrés, c'est être quelque part déraciné et en voie de réenracinement, et que cette période de fragilité identitaire souvent pousse à une forme de rigidité identitaire, d'où la convocation parfois de l'islam comme objet de protestation, notamment. Alors, je vous suis depuis plusieurs mois et j'en ai déduit que vous vous rapprochez énormément, principalement des mouvances de droite, que ce soit concernant la Manif pour tous, le Front National, vous n'en êtes pas rapproché, vous êtes intervenu lors d'un colloque, et aussi des mouvements monarchistes. Disons, est-ce qu'on peut considérer, on peut en déduire que Fils de France est de droite, et en quoi vous seriez de droite, et est-ce que vous avez rencontré des résistances vis-à-vis de certains partis? Merci de votre question, monsieur. Est-ce que je peux avoir, Raphaël, un stylo et un bout de papier? Alors, votre question me permet d'en parler. Je crois que c'est la première fois qu'on me pose la question et je vous en remercie. Alors, est-ce que Fils de France est de droite? Fils de France, merci infiniment. La ligne de Fils de France a été fondée il y a 2 ans par les membres fondateurs. L'idée principale étant le patriotisme français. Donc, nous nous plaçons à droite puisque historiquement la droite est héritière de ces valeurs catholiques du point de vue de la morale. Mais la droite est aussi, si je schématise à outrance, le réceptacle du néolibéralisme, ou du libéralisme, ou du capitalisme, contre lequel nous nous plaçons en porte-à-faux, puisque résistant
souhaitant une résistance de la culture française face à cette mondialisation, nous savons très bien que c'est le néolibéralisme, la marchandisation à outrance, qui détruit les cultures en les uniformisant. Donc nous serions plutôt, de ce point de vue-là, social, ou dans un capitalisme social à la De Gaulle, c'est-à-dire un entrepreneuriat qui ne soit pas bridé, mais qui ne devienne pas le centre de la vie du pays. Voilà, une économie au service des Français et pas des Français au service de quelques patrons. Voilà. Donc, je ne vais pas reprendre le célèbre slogan droite des valeurs, gauche du travail, mais on n'est pas très loin. Et pour les résistances, est-ce que vous avez rencontré des résistances, notamment à droite, au sujet de est-ce que vous étiez musulman, de que phase, notamment, je trouve, lors de votre colloque à Idées Nations, je trouvais que c'était quand même très pessimiste, malgré la main tendue. Je l'ai regardé en entier et je me doute si, par exemple, avec le Front National, s'il y a véritablement une possibilité d'ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, juste monsieur, lorsque moi je me déplace au Front National, et attention, parce que Idées Nations, c'est une composante extrêmement particulière du Front National, je me déplace chez des gens qui sont islamo-sceptiques, voire islamophobes. Et islamophobes, ça veut dire qu'ils craignent l'islam, mais pour certains, qui détestent l'islam. Et lorsque les journalistes me disent « Mais pourquoi vous allez chez Idées Nations ? Ne pensez-vous pas créditer le Front National d'un musulman de service qui viendrait jouer le rôle de valider quelque part leur ligne ?» Je dis « Pas du tout. » Je dis « 6 mois, je dois dialoguer. 6 mois, j'ai choisi de me battre dans ce pays pour apaiser les tensions. Parce que je pense fondamentalement que plus les Français seront divisés, plus la France sera faible. Et plus la France sera faible, plus elle risque de se noyer dans la mondialisation. Et plus elle se noiera dans la mondialisation, plus nous perdrons l'héritage de ce que des générations et des générations d'hommes et de femmes en France nous ont légué. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Donc moi, quand je me déplace chez Idées Nations, ou d'autres d'ailleurs, je le fais dans un esprit de dialogue. Et je ne vais pas dialoguer avec celui qui est d'accord avec moi, ça n'a aucun sens. Je vais dialoguer avec celui qui me craint, celui qui me redoute, celui qui me déteste, celui qui me hait. C'est lui avec qui j'ai besoin absolument de parler. Lorsque je me déplace chez des gens qui sont très hostiles à l'islam, aux musulmans, je le fais dans le cadre de l'apaisement. Pas dans le cadre d'aller signer un bulletin d'adhésion. Voilà. Je suis musulman, ça n'échappera à personne, mais Dieu a parlé avec tout le monde, même avec le diable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a bien un dialogue entre le diable et Dieu dans le Coran. Et je pense en plus c'est très utile, parce que souvent les rapports humains permettent de lever beaucoup d'amalgames, de fantasmes, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans votre question. Et donc, attendez, c'est pas à vous, je crois qu'il y en avait d'autres avant vous. c'était la suite de la question, de cette question. Et c'était quoi la suite de la question? Ça aboutit à quoi? Il y a une ouverture, il y a quelque chose avec eux? Une ouverture? Ouais, je sais pas, c'était la question de... Vous avez parlé d'ouverture, monsieur? Enfin, les résistances, si vous avez quasiment répondu. Est-ce que vous avez rencontré juste des résistances dans les milieux de droite, à part le FN? Non. C'est que, enfin, Idées Nations. Même à Idées Nations, vous savez, à Idées Nations, la salle était à peu près aussi importante que celle-là. Il y a quelques personnes qui étaient... Vous savez qu'à la fin de mon intervention, il y a des gens qui ont rendu leur carte du FN. Voilà. Il y a des gens qui ont rendu leur carte du FN. Et à côté de ça, j'ai été applaudi quelques fois quand même. Donc, et moi, je n'ai pas vendu mon identité. Je suis resté musulman. Avant la conférence, j'étais musulman. Après, je l'étais toujours. Et j'ai simplement exposé ce que nous, à Fils de France, nous avions à dire. Et avec les monarchistes aussi? Oui, mais avec l'ensemble des courants de droite ou même de droite nationale, je n'ai pas rencontré de résistance. Madame? Moi, je voudrais vous remercier d'avoir rappelé les racines chrétiennes de la France. Et je pense qu'elles n'existeraient pas si saint Thomas n'aurait pas pu être le docteur angélique et apporter la doctrine sociale de l'Église s'il n'y avait pas eu un passage par le Moyen-Orient et par Averroès. Ouais. Et premier commentateur d'Aristote. Et du coup, cette mixité culturelle, elle est indéniable et historique. Mais ma question, c'est sur l'identité de l'islam et
et une éventuelle vocation à ce qu'on peut appeler le prosélytisme ou du moins à la conversion. Est-ce que ça fait vraiment partie du code génétique de l'islam? Et est-ce que, enfin, du coup, quel avenir voir quand on est chrétien à cet islam qui est souvent progressant et qui pourrait du coup non pas attaquer une identité chrétienne, mais parfois la menacer. Oui, j'entends bien, je comprends ce que vous voulez dire. Vous parlez, je crois, de l'aspect missionnaire. Qui existe d'ailleurs dans le christianisme et dans l'islam et pas dans le judaïsme. Alors, moi je ne suis pas le porte-parole des musulmans de France, loin s'en faut. Mais je crois qu'avant d'envisager l'aspect missionnaire vis-à-vis des autres confessions ou en dehors des musulmans de France, il y aurait déjà beaucoup à faire au sein des musulmans de France eux-mêmes en termes de réapprentissage, je dirais, de la foi profonde et du dépassement notamment identitaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, est-ce que les musulmans de France ont des velléités missionnaires? Je pense qu'il y a des musulmans de France qui ont cette envie de partager leur foi et donc deviennent prosélytes. Mais je ne crois pas que 6 millions de musulmans en France soient des missionnaires patentés, si vous voulez. Je crois que la plupart des musulmans de France vivent paisiblement leur foi, tentent très difficilement de la transmettre à leurs enfants, qui eux-mêmes tentent de la transmettre à leurs enfants, dans un environnement qui est quand même très hostile à la foi et à la morale, qu'elle soit catholique ou musulmane. Donc je crois qu'avant d'aller chercher en dehors de sa communauté respective, il y a tant à faire à l'intérieur, déjà à l'intérieur de soi-même, demeurer fidèle à ses engagements, ce qui est pas simple, au sein de sa famille et puis au sein de la société, ou de la communauté à laquelle on appartient. Mais en effet, vous avez raison, l'islam contient une partie qui est liée à la transmission. Maintenant, le fait de l'exposition de ces principes musulmans sont davantage dans le fait du témoignage, c'est-à-dire de témoigner de sa foi. Mais c'est comme si vous me posiez la question sur le djihadisme, par exemple. Je vous dirais oui, la notion de djihad, notamment intérieur, fait partie de l'islam, qui est une minorité de musulmans qui la comprennent pour aller en découdre au Proche-Orient. Oui, ça me semble inévitable, mais ça reste extrêmement fragmentaire, minoritaire, et ne remet pas en cause l'équilibre, je pense, global de la relation entre la majorité chrétienne, catholique, en espérant qu'elle le reste, parce que la plus grande menace pour la majorité chrétienne et catholique, je ne crois pas que ce soit l'islam, c'est davantage le consumérisme et une certaine laïcité militante, agressive à l'endroit du catholicisme. Je crois au contraire que l'islam peut renforcer l'identité chrétienne de la France, comme les chrétiens peuvent renforcer l'identité musulmane des musulmans, à condition qu'il y ait cette logique, cette compréhension fondamentale de valeurs qui unifient. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Monsieur. Belliqueuse, oui. Et pas contrairement à l'Ancien Testament, par contre. Moi, je suis pas théologien, mais enfin, ce que j'en sais, c'est qu'il y a dans le Coran des versets qui sont principiels, qui sont des principes, et des versets contextuels, donc qui sont uniquement liés au moment au moment coranique, si vous voulez. Les versets belliqueux sont des moments où il y a eu des tensions entre les tribus chrétiennes et les tribus chrétiennes juives et musulmanes. Maintenant,
Quand on me dit ça, je dis tout le temps, mais d'une part, les musulmans lisent très très peu le Coran. Le Coran n'est pas un livre central chez les musulmans, faut pas rêver. Enfin, ça fait partie aussi des fantasmes de penser que les musulmans lisent le Coran, le liraient tous les jours, le liraient intégralement et le comprendraient, etc., etc. Ce qui est absolument faux. Je ne sais pas combien il y a de musulmans dans cette salle. Je vais pas faire un sondage, mais si je demande de lever la main à ceux qui ont lu le Coran une seule fois dans les 6 mois derniers, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever, si vous voulez. Je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'un texte possède des lignes, enfin des mots, que ce texte se traduit par des comportements. Si je dis qu'un sang impur abreuve nos sillons, de fait, le texte est violent. C'est-à-dire du sang impur et qui abreuverait des sillons, l'image elle est quand même hyper violente. Mais ça ne fait pas des Français des zigouilleurs patentés, si vous voulez. Bon, en effet, dans l'hymne national, il y a un couplet qui est assez fort du point de vue de la violence. Mais les Français sont-ils nourris par ce couplet de la Marseillaise dans leur manière de vivre au quotidien et même au-delà, je crois pas, si vous voulez. Donc, il faut quand même distinguer ce qui relève de la réalité des comportements et de ce qui est l'œuvre d'ailleurs des exégètes, souvent, de quelques versets du Coran, très contextuels à l'endroit de la violence. Voilà. Monsieur. Il faut distinguer, vous disiez, donc il faut bien aussi distinguer que la Marseillaise a été écrite par des hommes, que le Coran est écrit par Dieu. Pourquoi Dieu s'arrêterait à des choses contextuelles? Le Coran est écrit sur des tablettes aussi. C'est inchangeable. Non, mais il n'en reste pas moins que il y a des versets qui sont abrogés dans le Coran parce qu'ils relèvent uniquement du contexte du moment, si vous voulez. Je vois pas. Mais je le redis, est-ce que le comportement aujourd'hui des musulmans que vous côtoyez au quotidien est imprégné de ces quelques versets dont on nous parle tout le temps, en ignorant d'ailleurs tous les autres versets qui parlent d'amour, de miséricorde, de partage, de générosité, de véracité, de magnanimité, etc., etc. Donc il y a une focalisation qui me semble disproportionnée, hypertrophique sur quelques versets qui d'ailleurs au quotidien ne se révèle pas être une réalité dans le comportement des 6 millions de musulmans en France et même ailleurs. Et si l'on veut partir de là, je peux dire que l'histoire du christianisme aussi a été truffée d'épisodes d'une violence rare. Et je ne vais pas pourtant stigmatiser ou mettre à l'index la spiritualité catholique qui a donné saint Thomas d'Aquin, qui a donné Jean Chrysostome, qui a donné saint Jean de la Croix, qui a donné Louis de Foucauld, qui a donné Marthe Robin, dont que j'explore en ce moment. Donc il faut être honnête dans son approche, dire qu'on peut pas envisager quelques lignes qui ne se reflètent pas dans le quotidien des musulmans et ignorer la majorité des textes scripturaires, donc Coran et Hadith, et les textes des théologiens ou des spiritualistes soufis qui ont mis l'honneur, l'amour au centre de tous les comportements. Donc pourquoi ne nous parle-t-on pas des versets liés à l'amour? Pourquoi ne nous parle-t-on pas des versets liés à la miséricorde? Pourquoi ne nous parle-t-on pas des versets liés à la générosité? Donc j'entends bien ce que vous dites, monsieur, mais de fait, il y a une sélection des textes musulmans qui va souvent dans un sens plutôt que dans un autre. Oui, monsieur. Mais en fait, c'est pas nous qui choisissons, c'est les théologiens. Pardon? C'est les théologiens qui ont décidé que les abrogés, donc les textes sirupeux et l'amour, ont été abrogés par ceux Non, ça n'existe pas ce que vous dites. Les théologiens n'ont pas abrogé les versets parlant d'amour. Je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais je ne sais pas par quel canal vous êtes entré en connaissance avec l'islam, mais souvent les gens qui ont cette approche
donc d'un islam violent, dénué d'amour, ont souvent des sources bibliographiques très anti-musulmanes. Elles existent, mais il y a aussi celles qui sont plus rationnelles, que l'on va trouver chez Louis Massignon, Laoust, Sourdel, etc., qui ont été les grands islamologues français. Mais ceux-là, bizarrement, on ne les lit plus, mais on lit volontiers les quelques pamphlets anti-musulmans, et ça devient la seule porte d'entrée pour comprendre la religion musulmane. C'est un peu comme si moi, pour m'intéresser au catholicisme, je passais par la porte d'entrée des libres penseurs, de l'anticléricalisme, des bouffeurs de curés. Et je me dis, ah bah dis donc, le catholicisme, c'est ça. Bah évidemment, si on s'intéresse à un fait religieux par ceux qui le combattent, par ceux qui le dénigrent, par ceux qui le détestent, bah évidemment, on va aboutir à une vue de ce fait religieux très orientée. Mais il n'en reste pas moins que cette littérature très anti-musulmane demeure extrêmement minoritaire à l'intérieur de l'ensemble de ce qu'a fourni l'orientalisme depuis le 19e siècle. J'ai une autre question aussi, parce que vous parlez de mariage tout à l'heure. Moi, quand j'ai voulu me marier avec une Marocaine, il a fallu que j'aille chercher un certificat de coutume à la mairie. Et donc, ça a fait que c'est des mairies qui sont plutôt à gauche qui refusent. Si la personne ne se convertit pas à l'islam, elle ne peut pas se marier avec une personne qui vient du Maroc ou d'Algérie. Je peux expliquer le processus. Mais, enfin, je veux juste un petit peu recentrer le débat. Je m'excuse, mais non pas que je fuis la discussion, mais moi je suis là pour présenter une ligne qui est français, musulman et patriote. Donc, si je veux bien répondre. Déjà, je suis pas expert sur ces questions-là, mais en plus, si je dois être l'avocat de l'islam, on va tomber dans le ridicule, si vous voulez. Donc, moi, je vous invite à adresser vos questions à des gens qui ont la légitimité d'y répondre. Ce qui n'est pas, je pense, mon cas. Le fait que dans l'islam, il y a de la violence. Je ne vais pas faire un débat philosophique, mais qu'est-ce qu'on appelle violence? Il y a de la violence dans l'islam. Mais il y a de la violence aussi dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse, c'est un livre très violent. Le Christ lui-même dit, je ne suis pas venu apporter non, mais on va pas. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut admettre qu'il y a de la violence, mais comme dans tous les grands textes fondateurs de la spiritualité humaine, comme dans l'Iliade et l'Odyssée des Grecs, je veux dire, est-ce qu'on peut admettre qu'il y a de la violence? Mais parce que la violence fait aussi partie de la réalité humaine. Il ne faut pas tomber dans un travers pacifiste de vouloir dire, ah, il n'y a pas de la violence, il y a l'amour. Mais l'amour pour soi-même, c'est violent. Là. On peut tout relativiser. J'entends bien, mais aujourd'hui, les craintes... On peut tout relativiser, mais aujourd'hui, l'actualité internationale est très anxiogène pour ceux qui ne sont pas musulmans en France, parce qu'ils ne connaissent pas de l'intérieur ce que vous connaissez de l'intérieur, le voient vraiment de l'extérieur, et de l'extérieur, quand on passe par ce qui se passe en Afghanistan ou au Pakistan ou en Arabie Saoudite pour envisager son voisin musulman, ça produit forcément de l'anxiété, si vous voulez. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Vous avez compris, quand je parlais de violence, spirituelle. Oui, vous avez raison. Mais les gens ne parlent pas de violence spirituelle, ils parlent d'égorgement, ils parlent de lapidation, ils parlent d'attentats, etc., etc. Donc tout ça, il faut... Plus dû à des raisons géopolitiques qu'à des raisons religieuses. Oui, évidemment. Évidemment. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que dans l'histoire du christianisme, on pourra aussi trouver des questions politiques et historiques qui ont fait que les catholiques sont devenus à un moment violent. J'avais lu un jour sur un site qui présentait votre association, je ne sais plus si c'était Boulevard Voltaire ou Enquête et Débat, un peu, notamment niveau de R, et il y avait un commentaire qui disait à propos de Fils de France, bel exemple de taquilla. Je ne doute pas de votre attachement à la France et tout ça, de la sincérité de Fils de France. Non, mais vous pouvez en douter, ça change rien. Que répondre aux personnes qui diraient oui, c'est tout gentil, c'est gentil, mais est-ce que ce serait pas avancé, masqué? Je ne reviens pas à la violence, mais genre de dire ah, ce serait de la ruse. Que répondre à ces gens-là? Que répondre à un complotiste Non, mais il y a des gens qui, en Fils de France, ont été critiques en disant que ce serait de la taquilla, c'est-à-dire de la ruse. Alors, la taquilla, le mot taquilla n'est pas lié à la tradition sunnite, elle est liée à la tradition chiite. Les chiites ont été persécutés par les sunnites. Donc, à un moment, pour dissimuler leur foi chiite, pour ne pas être embêtés, inquiétés, ont dissimulé leur chiisme. Et donc, se sont autorisés le mensonge par ruse,
dans ce qu'ils appellent la taqiyya. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, si les Qatars avaient produit de la taqiyya, il y aurait encore des Qatars en France. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand une majorité religieuse opprime, persécute une minorité religieuse, soit elle ruse pour survivre, soit elle se fait exterminer. Voilà. Bon, donc le mot taqiyya n'est déjà pas approprié. Ensuite, si vous voulez, ces gens qui parlent de taqiyya quand ils parlent de fils de France, ils ont l'impression qu'on est obligé de passer par eux pour aimer la France. Or moi, très sincèrement, je me fous complètement de ces gens-là. Si vous voulez, moi, mon rapport charnel et amoureux à mon pays, il est dans mon enfance et dans mon Berry. Il est dans mes souvenirs affectifs, amoureux à la terre, à la forêt. Voilà. Je ne passe pas par ces gens-là pour m'autoriser à avoir un rapport amoureux à mon pays. Voilà. Donc après, on parle de taqiyya, je dis on peut pas être d'accord avec tout le monde. C'est de bonne guerre en plus parce que du côté non musulman, on va nous dire on fait de la taqiyya, du côté musulman, une minorité va nous dire qu'on est en train de vendre nos principes. Donc il y a de toute façon le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une. Mais je crois qu'il faut garder en revanche sa ligne. Il faut être le plus argumenté, articulé possible, rationnel. Mais aussi sentimental, parce que Fils de France est quand même une démarche très sentimentale, très aimante, et j'ai pas grand chose à leur répondre. Bien faire et laisser dire, voilà, c'est la devise. Bien faire et laisser dire. Monsieur, au fond, qui voulait poser une question tout à l'heure, ouais. Demande le certificat attestant le mariage de la mairie avant de prononcer le mariage au sein de la mosquée. Et ça, c'est simplement pour conforter ce que vous parliez, ce que vous disiez à propos de la plasticité de l'islam, qui est un fait. Merci monsieur, merci beaucoup. Enfin, si on m'invitait à gauche, j'irais. C'est que le NPA m'a encore jamais invité, mais je m'y rendrais avec un immense plaisir. Alors, concernant les mosquées, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'y répondre. La mosquée, il y a son fond, il y a sa forme. Voilà. Dans son fond, elle est un lieu de moralisation. La mosquée, comme l'église, comme le temple, comme la synagogue, est un lieu où l'on se nourrit de la présence du divin pour, sorti de cette mosquée, rayonner de cette bienfaisance que nous avons captée dans la prière. Et c'est valable pour les chrétiens et pour les juifs. Je connais beaucoup moins les religions orientales. Donc, la mosquée est un lieu de moralisation, dans un moment où la surconsommation pousse à être amoral. Aujourd'hui, le fait de maîtriser son instinct dans un enjeu, avec l'enjeu du bien commun, parce que maîtriser son instinct, c'est maîtriser l'équilibre dans l'espace public. Si chacun s'adonnait et laissait libre cours à son instinct, nous serions dans une situation des plus inquiétantes. Donc la morale est là pour cadrer les instincts humains, que l'on soit catholique, juif ou musulman. Donc quand je dis qu'il y a une mosquée, il y a la forme et il y a le fond. Dans son fond, elle est un lieu de moralisation, à condition que l'imam, le responsable de la mosquée, ait un certain éclairage sur le rapport qui situe la religion et la nation, le culte et la culture, la communauté musulmane, la communauté non musulmane. Donc, il faudrait que les imams aient cette conscience dialectique qui fait que le musulman n'est pas que musulman dans la mosquée, mais qu'il va interagir avec une majorité qui n'est pas musulmane dans un pays qui découvre
avec fracas médiatique cette présence musulmane importante. Donc son fond à la mosquée, elle est un lieu de moralisation dans une époque où la morale n'existe plus. Donc je pense que c'est extrêmement positif. On ne pourra pas d'un côté reprocher lorsque les couches sociales défavorisées sont de fait plus enclins à produire de la petite délinquance, de la délinquance, de la criminalité, quelle que soit son origine ethnique ou religieuse par ailleurs. Si l'on prend l'immigration mexicaine aux États-Unis, on a bien des gens, des hispaniques, de religion catholique, qui produisent cette petite délinquance, criminalité, banditisme. Donc, au-delà de l'aspect identitaire, il y a le fait que dans les classes populaires, on est plus sensible et plus vulnérable dans le fait de franchir la limite du droit. Maintenant, dans ces classes populaires, s'il n'y a pas comme ciment, je trouve pas le mot, mais enfin, s'il n'y a pas une moralité qui permette de recadrer cette tentation, c'est le chaos, si vous voulez. Donc le fond de la mosquée, il est moralisateur, et Dieu sait que dans les quartiers populaires, on a besoin, évidemment, de morale. Voilà. On ne peut pas être musulman pratiquant et délinquant, ça ne va pas ensemble, même si on a tenté de nous le faire croire. Ensuite, il y a la forme de la mosquée. Donc il y a le fond de la mosquée, son enseignement, et il y a la forme. La forme, eh bien, il faut qu'elle respecte l'architecture locale. La France, comme je l'ai dit tout à l'heure, est construite sur des identités régionales extrêmement fortes, et je ne vois pas au nom de quoi l'on construirait en Normandie une mosquée à l'image d'une mosquée marocaine ou algérienne ou je ne sais pas quoi. La Normandie a une tradition architecturale, la Bretagne a une tradition architecturale, la Flandre française a une tradition architecturale. Donc il n'y a pas d'antinomie entre le fait que l'on transmette dans le fond cette morale qui participe au bien commun et l'identité extérieure architecturale qui doit s'adapter au cadre. Voilà. Mais le problème de la progression entre guillemets de l'islam, c'est surtout le problème de la progression de l'immigration. À partir du moment où vous ouvrez les vannes et que vous faites rentrer, je sais pas, je crois que c'est 200 000 personnes. Combien 250 000 250 000 étrangers par an sur le sol français, dont la majorité sont souvent de confession musulmane. L'islamisation de la France, elle passe par l'immigration, pas par le fait, pas par les primo-migrants des années 70 et de leurs enfants. Voilà, donc on confond souvent l'islamisation de la France et le problème, c'est que très souvent la confusion entre les deux fait que on va désigner du doigt un musulman, alors qui peut être un musulman converti en plus. Tandis que le problème, c'est un problème lié au pouvoir public qui ne limite pas les flux migratoires. Donc nous, à Fils de France, on est très clair sur la question. Nous distinguons le culte et la culture. Notre culte est musulman, notre culture est française. Et nous sommes farouchement opposés à l'ouverture anarchique des flux migratoires. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une violence pour ceux qui émigrent. Vous savez que le déracinement est déjà une violence pour celui qui émigre. Je vous invite à aller voir un psychanalyste qui s'appelle Hamid Selmi, qui a travaillé sur les pathologies psychiatriques liées au déracinement. Comment certains pères de famille, après avoir émigré, se retrouvent malades de ne plus posséder le rôle que l'anthropologie d'origine leur conférait en tant que chef de famille, etc., etc., etc. Et arrivés en France, ils sont dans une société qui ne reconnaît pas leur place en tant que telle, et cela provoque des pathologies, si vous voulez. Donc, quand on dit qu'on est opposé à l'immigration, c'est pas le fils d'immigré qui est content d'avoir immigré, qui se sent bien dans un pays riche et qui refuse le droit à ceux du Sud de pouvoir bénéficier de ce dont lui a bénéficié. C'est pas ça. C'est de dire que il y a aujourd'hui un système néolibéral qui exploite la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes, et qui traite les hommes comme on traite des marchandises. Et quand on parle
on délocalise finalement. Voilà, c'est une forme de sauf qu'on ne parle pas d'usine, on parle d'individus. Donc nous nous opposons à l'immigration parce que c'est destructeur pour les cultures, c'est destructeur pour les individus, et puis ça fait surtout le jeu d'une minorité riche et mondialisée. Voilà. Des modèles communs dans l'histoire de France. Oui, Vauban est un modèle, oui. Vauban est un modèle parce qu'il fait figure du génie français incarné, de l'ambition, de l'amour véritable d'un homme pour son pays, et ce génie d'avoir posé les forteresses pour le défendre. Voilà. Et totalement intègre dans son rôle d'homme, de serviteur de l'État émanant. Voilà. Donc Vauban est pour moi est le modèle. Ouais. Et puis après vous, monsieur. Ouais, en fait, voilà, je voulais apporter un autre sujet. Voilà, on est en période de campagne municipale. Donc, en fait, je voulais aborder le sujet du vote. Donc, en fait, certains imams appellent à voter, alors d'autres prétendus radicaux, parfois à tort, on dissuade les musulmans le plus souvent pour des raisons théologiques. Donc, en fait, je voulais savoir ce que vous en pensez. Et est-ce que vous considérez que le vote musulman il est indispensable à l'amélioration de la condition de la communauté musulmane? Alors, premièrement, sur le vote, il me semble aberrant que des imams se mêlent de ces questions-là. Les imams, c'est pas leur rôle. Les imams ont un rôle spirituel et c'est déjà extrêmement lourd à porter comme rôle pour aller s'intéresser aux questions politiques. Donc, je pense que ce n'est pas leur rôle. D'autre part, décourager les musulmans d'aller voter est une aberration, puisque ça les coupe de d'un droit citoyen fondamental qui crée aussi qui est un des symboles d'appartenance à la nation, puisque en votant, on se soucie du destin de son pays. Donc ne votant pas, ça veut dire qu'on a un certain retrait qui n'est pas, je pense, acceptable lorsque l'on est français. On n'est pas français de papier, on est français parce qu'on aime son pays et qu'on veut le défendre et qu'on doit pour ça participer au vote. Il y avait une autre partie dans votre question, je crois. Ah oui. Alors j'espère que le vote musulman ne se confessionnalisera jamais. J'espère que nous aurons des musulmans de l'extrême gauche à l'extrême droite. Moi, j'ai mes convictions, mais ce ne sont que les miennes. Mais j'espère que la coloration spirituelle n'épousera pas une coloration politique. Ce serait dramatique, si vous voulez. Et je ne crois pas qu'il faille penser l'amélioration de la condition des musulmans de France par une sorte de chantage au vote. Je pense que nous aurons les politiques que nous méritons, mais au-delà de notre appartenance uniquement spirituelle, puisque nous ne sommes pas que musulmans, nous sommes aussi travailleurs, nous sommes aussi assurés sociaux, nous sommes aussi utilisateurs de la route, de l'école publique pour ceux des transports publics, etc. Donc la question du vote est liée à un ensemble de questions, et essentialiser la question du vote au bien-être entre guillemets de la communauté musulmane me semble ridicule. Que pensez-vous de la médiation? Attendez, excusez-moi, monsieur, il y avait monsieur là. Excusez-moi. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Vous parliez de patriotisme et d'amour pour la France par rapport à votre enfance, parce que j'ai de bons souvenirs, etc. Il y a des jeunes ou d'autres qui grandissent pas dans la campagne, c'est vrai, ou dans le Berry, qui bien sont sûr, en ville, et sûr, qui ont moins de souvenirs, on va dire, positifs oui, que... tout à fait. Voilà, vous m'avez compris. Donc, si aujourd'hui vous devriez vous adresser à eux, c'est vrai. Quels mots utiliseriez-vous pour leur montrer c'est du fond. Enfin, vous avez compris la question. Tout à fait, mais je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, vous me touchez beaucoup par votre question, parce que j'ai eu cet après-midi une personne qui m'a dit exactement la même chose que vous. Elle m'a dit, mais Kamel, votre discours, il est trop lié à une partie des musulmans qui existent. Mais dans Fils de France, vous oubliez ceux qui n'ont que le béton et les frustrations de ne pas avoir goûté à cette France charnelle. J'entends bien votre propos, monsieur, et il me touche. Alors, pour vous répondre, je peux pas me mettre à votre place ou à leur place pour leur répondre, mais ce que je peux dire, c'est qu'à Fils de France, beaucoup de jeunes issus de ces quartiers
difficiles, nous ont rejoints. Et ils nous ont rejoints en signifiant parfaitement l'idée qu'ils ne nous rejoignaient pas par un amour charnel ou sentimental de la France, mais par une dimension intellectuelle. Le patriotisme est ce qui va permettre de recimenter l'ensemble des Français, qui ne sont pas black, blanc, beurre, mais qui sont bleu, blanc, rouge, pour un meilleur vivre ensemble à l'intérieur de nos frontières et en termes de rayonnement international. Voilà, donc c'est vrai qu'on a les deux grands ensembles à Fils de France. On a des gens qui plutôt, dans mon profil, ont vécu des choses extrêmement belles dans leur parcours et d'autres qui ont vécu des choses très frustrantes, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas goûter à la beauté des châteaux de la Loire, ne pas goûter à la forêt, etc., et qui n'ont vécu que dans l'urbanité froide et bien voilà. Donc c'est ça, c'est essayer de prendre de la hauteur et de se dire, et puis de toute façon c'est pas trop tard en plus, si vous voulez, une fois qu'on a 20 ans, 30 ans, on peut aller redécouvrir ce patrimoine là. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce que vous me dites là, il y a des jeunes à Fils de France qui avaient exactement cette trajectoire, des jeunes qui étaient jamais sortis de la banlieue parisienne, et qui, par l'expérience Fils de France, ont choisi d'aller voir ce qu'était la France. Et ben, ils ont pris leur auto, ils ont passé 1 mois sur les routes. Et ils sont passés d'ailleurs chez vous, là, dans les Alpes, etc. Ils ont refait le sud-ouest. Et pour la première fois de leur vie, ils touchaient du doigt la beauté de ce pays. Et ce qui n'a pas été fait en 30 ans, s'est produit en l'espace de 1 mois. C'est-à-dire que ce sont devenus des amoureux de la France. Que la France est belle à pleurer, en vérité. Donc il faut pas grand-chose. Mais merci de votre question, monsieur. Que pensez-vous de la médiatisation soudaine de celui que j'appelle l'Ivan illettré chez le BU, qui contraste avec le silence autour de Fils de France? Mais il est utile. Il est utile à une partie de militants pro-israéliens qui s'appuient sur cette personne. Est-ce que ça enfonce pas l'image de la communauté musulmane comme étant une communauté? Oh si, certainement. Si, oui, bien sûr. Bien sûr, mais évidemment, lorsque on le voit s'exprimer, je pense que tous les musulmans ont envie de se cacher derrière leur fauteuil, mais ça m'embête en même temps de dire du mal de cette personne-là, parce que humainement, j'ai pas de ressenti à son égard. Il me fait plus de peine. Enfin, j'ai plus de pitié pour le rôle qu'on lui fait jouer que de ressenti à son égard. Vraiment, un pauvre type, quoi. Mais ça me fait beaucoup de peine, sincèrement. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Tout à l'heure, vous parliez des valeurs justement qui réunissent. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et vous parliez de la manière dont l'islam traditionnel peut s'adapter à la laïcité. Merci. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Alors, la laïcité, c'est un mot un peu fourre-tout, mais on peut distinguer 3 grands ensembles, ce qui est la laïcité juridique, donc celle qui est inscrite dans la loi, et qui est une chance, je pense, pour les religions, parce qu'elle permet véritablement, lorsque la loi est respectée, de pouvoir trouver un accommodement raisonnable entre les différentes spiritualités, une zone de neutralité en fait. Et puis il y a la laïcité anthropologique, celle que le peuple de France a assimilée dans sa manière d'être, qui fait qu'elle a une vue sécularisée de la foi. Et puis il y a un troisième type de laïcité qui lui par contre est problématique, c'est la laïcité dite militante, celle qui instrumentalise la laïcité contre la religion, qui ne fait plus de la laïcité un objet de neutralité, mais un objet d'attaque systématique de la religion. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses extrêmement positives dans le processus de sécularisation qu'a vécu la France.
pour les religieux et pour les religions elles-mêmes qui sont protégées du politique, c'est pas uniquement le politique qui se protège du religieux, mais aussi les religions qui sont protégées du politique. Et en même temps, il y a cette instrumentalisation. Quand je vois par exemple une personne comme Caroline Fourest, elle évoque la laïcité, mais elle l'évoque, elle fait croire qu'elle attaque un communautarisme par le biais de la laïcité. Or, elle-même parle depuis un communautarisme qui est le communautarisme du LGBT. Donc, elle est farouchement en guerre, si vous voulez, contre tout ce qui pourrait menacer de manière réelle ou fantasmée son orientation sexuelle, et elle fait de cette orientation sexuelle un objet de guerre permanent en passant par la laïcité pour attaquer les religions. Donc là, on est dans un cas typique de laïcité militante qui, depuis un communautarisme, feint d'en dénoncer un autre. Voilà. Monsieur ? J'ai été choqué surtout quand vous avez comparé l'homme à Dieu, quand vous avez dit si Dieu a fait ça, moi je peux me permettre de faire ça. Ah oui, enfin c'est. Non, c'est pas. J'ai pas comparé l'homme à Dieu. Enfin, j'ai pas le comparé. Bon. Mais si on peut. Mais si on peut. On peut. Si, bien sûr qu'on peut. On peut parce que je vais vous dire pourquoi on peut. Parce que les 99 noms de Dieu, je vais résumer ma réponse très rapidement. Quand on parle des 99 attributs de Dieu, ce sont 99 attributs que nous devons, qui nous servent de cheminement pour améliorer notre comportement et notre âme. Dieu est le pardonneur. Nous devons, d'être pardonneurs. Nous n'atteindrons jamais la capacité de pardon que possède le divin, mais nous devons d'avoir comme exemple cet attribut. Donc quand on parle de Asma wa Sifat, les noms et attributs de Dieu, ce sont des pistes qui permettent à l'homme de cheminer vers Dieu. Donc je ne compare pas Dieu à l'homme, mais lorsque par exemple on dit Dieu a créé l'homme à son image, pour un musulman, quelle est l'image absolue de Dieu? C'est quoi sa qualité fondamentale première? Quelle est-elle? L'unicité. Donc quand Dieu dit j'ai créé l'homme à mon image, c'est que l'unicité divine se retrouve dans l'unicité de chacun des individus que nous sommes. Nous sommes tous uniques. Est-ce qu'il y a deux personnes comme vous? Est-ce qu'il y a deux personnes comme vous? Non, manifestement vous êtes seul. Donc vous êtes bien créé à l'image de Dieu. Votre unicité est à l'image de l'unicité de Dieu. Et je ne fais pas de comparaison en disant ça. Je dis simplement que le divin se dévoile en partie à l'homme de façon à ce que nous aspirions à le rejoindre dans ses qualités absolues. D'accord? J'ai vu qu'il y avait pas mal il y a des chrétiens dans cette salle. Tout à l'heure, vous avez dit l'islam est né au 6e siècle après Jésus-Christ. Je ne crois pas l'avoir dit, mais enfin... Mais il est né au 7e siècle, j'avais jamais vu le ça. Je ne crois pas l'avoir dit, mais enfin, je ne l'aurais pas dit de toute façon, parce que l'islam n'est pas né au 7e siècle. Mais il est né, il n'est jamais... Enfin, il n'y a pas de lieu il n'y a pas de temps de naissance ou de temps de mort, il est intemporel. C'est la civilisation musulmane qui naît au 7e siècle avec les Omeyyades. Et c'est pour ça que je dis... Les non-musulmans ne savent pas que les musulmans croient que Jésus était musulman, que Moïse était musulman aussi. Oui, mais pour eux, il n'est pas musulman. Pour eux, il est... D'accord. Bon, vous voulez convertir la salle, quoi? Non, on peut pas, mais je pense que c'est important, parce que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Et je pense que c'est important de clarifier. Voilà. Alors moi, je pense en effet qu'il est très important que nos amis catholiques connaissent mieux la religion musulmane, mais je trouve aussi très important que nos amis musulmans connaissent mieux la religion catholique. Et ma foi, pour ma part, qui plus été socialisé dans les milieux catholiques que dans les milieux musulmans, je viens d'avoir 40 ans et je redécouvre la mystique catholique. Et c'est un bonheur absolu, parce qu'elle me renvoie à ma spiritualité musulmane. Et je prie mieux 5 fois par jour depuis que je lis notamment Marthe Robin et Louis de Foucault et ces grands mystiques chrétiens. Voilà. Et comme certains chrétiens
ont mieux pratiqué leur christianisme en s'intéressant à la mystique musulmane. Il y a un effet de miroir, un effet d'altérité qui est extrêmement touchant et qui n'est pas une altérité d'enfermement, mais une altérité d'enrichissement. Voilà. Ça, je vous le dis avec mon cœur, mes tripes, mon cerveau, enfin tout. Et si je peux me permettre, j'aurais une dernière chose à vous demander, que vous avez dit tout à l'heure, que vous trouviez aberrant. Attendez, excusez-moi monsieur, c'est juste que je vais terminer. Quand j'ai dit 7e siècle, je distinguais l'islam avec un I minuscule de l'islam avec un I majuscule. Le I minuscule, c'est la spiritualité qui, pour nous, en tant que musulmans, est atemporelle, mais comme le christianisme, pour un chrétien, est atemporel. Et cette civilisation musulmane qui commence dans un aspect dynastique avec les Omeyyades au 7e siècle, 8e siècle. Est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, un musulman, en votant, commette un péché? Parce qu'il accepte la loi de l'homme et non la loi de Dieu. Ben, s'il pense vivre un péché en votant en France, ça veut dire qu'il est constamment dans le péché puisqu'il vit en France. Donc qu'il aille dans un lieu où il vivra pas dans le péché. Mais voter, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire... Non, ça va pas au-delà. Quand on accepte je ne sais pas moi, la cotisation sociale, quand on accepte de la donner et qu'on accepte de la recevoir, on valide un système. On vit dans un système global, d'accord, dont le vote, après tout, n'est qu'une partie. Donc on ne peut pas agir d'une manière sélective en disant le vote c'est un péché, mais par contre mes allocations familiales, non, c'est pas un péché. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire que les musulmans, c'est pas ça. C'est de manière globale. Mais un catholique pourrait dire la même chose ou un juif pourrait dire la même chose. Il y a un système religieux et puis là, c'est un système qui émane des Lumières, donc de l'anticléricalisme, mais je ne suis pas regardant sur. Voilà. Je pense que si on veut être entier dans sa démarche et courageux, on fait le choix objectif de vivre dans un lieu qui soit en adéquation complète avec ses convictions. Sauf que ça s'appelle le pays de oui-oui et ça n'existe pas. Lorsque vous allez voter pour quelqu'un, évidemment, il va pas être... Il n'y a aucun Français aujourd'hui qui vote pour un homme politique qui répond à 100% à ses aspirations. Vous allez voter pour le moins pire. Et on peut voter blanc et on peut... voilà. Monsieur à côté. Monsieur, je vous écoute. À ce propos, pouvez-vous dire comment... éventuellement, vous vous situez par rapport à Imran Hossein, monsieur tchèque qui fait beaucoup de vidéos et qui prône justement de ne pas voter. Alors je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais vu une seule vidéo de cette personne. J'en entends parler, mais je ne connais pas. J'ai juste entendu qu'il s'était autorisé à dire que les musulmans de France ne devaient pas voter, et j'imagine qu'il a plein de bonnes idées. J'imagine qu'il dit plein de choses très intéressantes et très sensées, mais que là, il commettait une énormité. Voilà. Donc ce n'est pas son rôle. Voilà. Juste pour vous, il n'y a pas d'incompatibilité entre démocratie et islam. Qu'est-ce que la démocratie et comment l'islam définit les systèmes de gouvernance? C'est des questions extrêmement larges. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on est dans une démocratie fondamentalement? Les derniers événements nous ont montré que... Non, mais celui-là, c'est des questions qui me dépassent, ce que vous me dites. Moi, je suis pas... Il faut les poser à des questions qui sont... à des gens qui sont légitimes pour y répondre. Moi, je n'ai pas de légitimité. Mais pour moi, évidemment, il n'y a pas à couper les cheveux en quatre. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Péchic. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à Lyon. Merci. Donc, j'avais une question qui est très simple. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de plusieurs sujets. En fait, je voulais savoir quel est réellement l'objectif de Fils de France. Est-ce que c'est uniquement un groupe de discussion? Est-ce qu'à terme, il y a des projets, des actions sociales ou politiques ou autres? D'accord, merci. Alors, la vocation de Fils de France, c'est de permettre ce qu'on appelle le processus d'acculturation, ou de faciliter le processus d'acculturation, c'est-à-dire le passage de la culture de nos parents vers la culture qui est la nôtre et qui sera plus encore celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc c'est désenclaver la communauté musulmane ou entre guillemets, participer à dépolluer les musulmans de la propagande des SOS racisme des années 80-90 qui consistait à systématiquement opérer une détestation de la France.
Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est rationaliser notre idée au pays. Bon. Et puis, alors ça, c'est vis-à-vis des musulmans. Et puis vis-à-vis, je dirais, des non-musulmans, c'est ce que j'ai un peu fait dans les lieux dont Monsieur parlait tout à l'heure, c'est d'aller présenter, au-delà des fantasmes, ce qu'est la réalité très hétérogène des musulmans de France. Donc nous avons une double mission qui est de présenter, entre guillemets, avec toutes les guillemets et la modestie que ça impose, de présenter ce processus d'acculturation aux musulmans en disant mais on nous a contaminés avec un certain nombre d'idées presque belliqueuses depuis notre enfance vis-à-vis du blanc catholique, etc. Et en même temps, d'aller voir le blanc catholique et de lui dire attention, on est en train de polluer aussi votre cerveau avec des idées très arrêtées sur ce que sont la réalité, sur quelle est la réalité hétérogène du fait musulman en France. Et notre mission fondamentale, c'est de créer de l'apaisement, d'éviter la tension, d'essayer de réunir les Français autour du bleu, blanc, rouge, plutôt qu'autour du black, blanc, beurre, si vous voulez. Voilà. Donc c'est ça, c'est réunifier les Français pour un pays pour un vivre ensemble plus harmonieux et un pays plus fort. Parce que nous sommes patriotes. Je vous avais une deuxième question, je crois. Est-ce que nous avions des projets politiques? Non, absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Madame. Bonsoir. Oui, d'accord. Merci de la question. Alors, acculturation, le A n'est pas un A privatif. En fait, quand on parle d'acculturation, c'est le passage d'une culture à une autre. L'acculturation, c'est le fait qu'une minorité, après une vague migratoire, adopte les codes culturels de la majorité. Si nos parents ont vécu, pour beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas c'est le cas de beaucoup de gens à Fils de France, ont vécu dans la campagne maghrébine, il est clair et évident que les notions culturelles, les notions de coutume, les notions traditionnelles ne sont pas les mêmes dans la campagne maghrébine qu'elles peuvent l'être dans la campagne berrichonne. Donc, nos parents sont culturellement situés et nous sommes différemment culturellement situés. Et nos enfants et nos petits-enfants le seront différemment aussi. Mais tout ça va dans un sens qui est le fait du passage de la culture de nos parents vers la culture de ce qui sera celle de nos enfants et de nos petits arrière petits-enfants. Donc, acculturation, ce n'est pas la privation de la culture, c'est le passage d'une culture vers une autre sans altérer la transmission de la religion. C'est en ça que nous distinguons parfaitement le culte de la culture. S'acculturer, ce n'est pas se désislamiser. Se séculariser, ce n'est pas se désislamiser. Se laïciser, ce n'est pas se désislamiser. C'est simplement adopter les codes d'interaction coutumiers, traditionnels, culturels de cet ensemble riche qu'est la France. Alors le problème, excusez-moi parce qu'il faut que je continue quand même, c'est que cette acculturation, elle se vit d'une minorité vis-à-vis d'une majorité à l'intérieur de nos murs, mais la France elle-même vit un processus d'acculturation par l'impérialisme américain, l'impérialisme culturel américain qui transforme la tradition culturelle française. Je le disais l'autre jour à l'Action française, il faut savoir que dans le plan Marshall, lorsque les États-Unis aident l'Europe à se reconstruire, et notamment la France, les 4/5 de l'aide sont un don. Donc il n'y a pas de retour. Mais est compris dans cette aide le fait d'accepter sans condition aucune la production cinématographique hollywoodienne. D'accord ? Donc, en effet, il y a une difficulté ou des résistances de la minorité vis-à-vis de la majorité à l'intérieur d'un pays, mais parce que ce même pays connaît lui-même une perturbation identitaire, culturelle, d'acculturation, à une mondialisation qui perturbe
je suis pas très vieux, mais la France de mon enfance ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Et pourtant, et c'est allé extrêmement vite. Et ça ne va pas dans le sens de l'identité française, mais bien dans le sens de l'hégémonie américaine qui transforme notre environnement. Je t'entends pas. Je voulais juste ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Moi, je me sens profondément française, mais je me sens aussi profondément algérienne, puisque je suis algérienne depuis que je suis née en Algérie. Et juste pour dire qu'on ne peut pas non plus. On ne peut pas penser que français, parce que. Non, mais bien sûr, bien sûr. Alors, oui, mais vous avez tout à fait raison, madame. C'est, en fait, à Fils de France, on n'est pas dans une logique binaire. On n'est pas dans une logique binaire de dire transformez-vous maintenant, nous sommes purement français et nous sommes totalement amnésiques de ce qui se passe, de nos racines, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Il est hyper important que les musulmans issus de l'immigration connaissent leurs origines, connaissent leurs racines, aient la possibilité de se rendre dans leur pays d'origine pour aller honorer la tombe de leurs aïeux. Et il est important, je crois, qu'ils transmettent à leurs enfants la mémoire de leur pays d'origine. Mais pas de manière fantasmée, pas de manière agressive, pas de manière identitaire au sens de repli sur soi, mais dans un apaisement généralisé. C'est-à-dire que à Paris, vous avez une communauté aveyronnaise extrêmement importante qui, au XIXe siècle, ont émigré à Paris et qui sont devenus les tenanciers notamment des cafés. Les cafés à Paris sont tenus par des Auvergnats, par des Aveyronnais et par des Kabyles, généralement. Maintenant, ça change. Les Chinois ont racheté. Mais il est tout à fait souhaitable que ces Aveyronnais retournent en Aveyron, se revivifier et maintiennent, malgré la sururbanité parisienne, la filiation culturelle de l'Aveyron. Mais ça, je pense, c'est tout à fait souhaitable. Mais ce que je dis tout le temps, c'est que regarder dans le rétroviseur lorsque l'on conduit, c'est hyper utile. Vous avez besoin de regarder dans votre rétroviseur, de regarder derrière. Ça assure votre sécurité. Mais vous ne pouvez pas rester braqué sur votre rétroviseur, sinon vous allez faire un accident. Vous regardez devant vous, et vous regardez loin devant vous. Et ce que fait Fils de France, en fait, c'est que nous regardons loin devant nous. Et nous regardons loin devant nous, et parce que nous regardons loin devant nous, nous arrivons à dépassionner les questions immédiates. Et parce que nous regardons dans le rétroviseur, nous avons un développement que nous trouvons sain. Nous regardons vers le futur, mais sans oublier d'où nous venons. C'est extrêmement important, sinon vous êtes un schizophrène. Mais parce que nous sommes une génération charnière. Mais ce problème-là sera moins important pour vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous sommes une génération très entre deux, bien sûr. C'est pas facile. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que le fait que même vos arrière-petits-enfants connaissent leurs origines, moi je pense que c'est plutôt souhaitable. Monsieur ? Et après monsieur ? On va aborder un sujet un peu sensible et d'actualité. Je voulais savoir en fait quelle était votre position face à, je ne sais pas si vous vous sentez proche de ou pas, d'Alain Soral et de Dieudonné. Donc je voulais savoir si, que devrait être la position d'un Français musulman par rapport à ces deux personnalités et est-ce que leur combat, est-ce que vous pensez qu'il est légitime ? Alors la position d'un Français musulman, pour moi, ça ne veut rien dire. Être français et être musulman ne détermine pas son opinion dans le champ politique. Si vous voulez, on peut être musulman et être pour l'euro, être musulman et être contre l'euro. On peut être musulman apprécier les arts contemporains et être musulman et préférer le classicisme du XVIIIe siècle. Enfin, ça détermine pas ça. C'est pas déterminant. Concernant Alain Soral et Dieudonné, ils ont en ce moment beaucoup de souffrances puisqu'ils sont attaqués de toutes parts et que écoutez, que vous dire, c'est le système se révèle dans son agressivité la plus visible et la plus violente. Mais je crois aussi que ça a créé des solidarités qui ont renforcé
leur manière d'être, et en tout cas ça a eu l'effet de les faire connaître à des gens qui ne les connaissaient pas. Donc je pense qu'il n'y a pas que il n'y a pas que pour eux de la perte à ce niveau-là. Voilà. Monsieur ? Quelle est la position de Fils de France par rapport au JRE? Ah. Alors, par rapport au JRE, les journées de retrait des écoles. Alors, moi, je suis, je ne sais pas si vous le savez, mais un des porte-parole de la Manif pour tous. D'ailleurs, j'espère que demain, tout le monde dans cette salle sera place après-demain, autant pour moi. Oula. Donc, dimanche, place Bellecour pour soutenir tout un tas d'oppositions à des horreurs que le gouvernement nous prépare. Et ne comptez pas en disant il y aura du monde, j'ai pas besoin d'y aller. Tout au contraire, il faut que non seulement vous y alliez, mais qu'en plus vous alliez chercher des gens qui n'étaient pas disposés à y aller pour vous y accompagner. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que le gouvernement puisse sentir de l'essoufflement dans le mouvement de protestation à la loi Taubira. Voilà. Non, malheureusement, je serai à Paris. Malheureusement. Et concernant les JRE, nous, à la Manif pour tous, on avait choisi une manière plus soft de travailler. Il se trouve que Farida Belgoul, en l'espace de 1 mois, a fait avancer les choses plus que nous l'aurions fait peut-être pendant 10 ans. Donc, elle a bossé impeccablement et on ne peut que la féliciter. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui envoyer un message de soutien et de félicitations. Donc, mais après, c'est très difficile pour moi parce que j'appartiens à un mouvement qui a choisi, objectivement, d'être dans des choses moins radicales, subversives, etc. Mais en même temps, je vois la démarche de Farida Belgoul comme étant un coup de génie, quoi. Donc voilà, je suis un peu pris entre ma fidélité et ma loyauté à Ludovine de la Rochère, qui est la présidente de la Manif pour tous, et au lien sympathique et amical que je porte à Farida Belgoul. Voilà. Dimanche, j'irai avec mon épouse à la Manif pour tous. Bravo. Simplement, par rapport en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement veut interdire l'école à la maison. Je ne savais pas, non. Voilà, ma question était justement, est-ce que dans le cadre du mouvement, alors, je ne sais pas si vous connaissez Anne Coffinier. Anne Coffinier, qui est une ancienne ambassadrice française, qui est un des soutiens importants de la Manif pour tous, qui a créé un mouvement très important qu'il faut que vous alliez voir, qui s'appelle Créer son école. Et en fait, elle est dans une logique justement de dire que si le gouvernement attaque les valeurs fondamentales de cette France catholique, traditionnelle, etc., par les horribles choses qu'il nous prépare, il ne s'agit pas de déscolariser, mais au moins de pouvoir créer les écoles qui réuniront des enfants et des parents ayant envie de transmettre une éducation, une instruction qui soit différente. Donc voilà. Anne Coffinier, qui a fait le site qui est incroyablement bien fait, créersonecole.com. Voilà. Personne d'une intelligence rare. Je crois qu'on a fait le tour. Monsieur ? Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de l'acculturation. Je voudrais juste savoir la nuance ou peut-être la différence entre l'assimilation et l'acculturation. Voilà, très bien, merci. Donc, intégration, assimilation, les contours sont flous, on ne sait pas de quoi on parle. Parce que certains vont vous dire, si vous mangez, intégrez-vous, pourquoi vous mangez pas de porc et pas de... pourquoi vous... l'intégration dans la tête de certains ou l'assimilation dans la tête de certains, c'est la perte de l'identité religieuse aussi. Et c'est pour ça que nous avons nous mis à l'honneur le mot acculturation, parce qu'il permettait de distinguer ce qui fait la religiosité et ce qui fait la culture. Sachant que la religiosité ou la religion musulmane elle-même, parce qu'elle est plastique, a possibilité de s'acculturer. Donc il y a une double acculturation. Il y a celle de l'individu dans ce qui concerne, dans ce qui ne concerne pas, je dirais, son attachement au religieux, et il y a l'acculturation de la pratique religieuse
qui, elle, englobe le fait de plastiquement composer avec un environnement nouveau. Voilà. Donc, nous ne sommes pas dans l'assimilation, nous ne sommes pas dans l'intégration. Ou alors, si Fils de France parle d'assimilation ou d'intégration, on va parler d'assimilation sociale. Sociale. C'est-à-dire que l'assimilation sociale ou l'intégration sociale est le préalable pour le processus d'acculturation. Si vous êtes marginal dans l'école, dans le travail et dans le logement, il y a quasiment une impossibilité de pouvoir passer à la culture majoritaire. Parce que si vous vivez dans un ensemble où constamment des vagues migratoires supérieures s'ajoutent d'année en année, les codes d'interaction, de communication, presque le droit coutumier s'inscrivant dans ces zones presque refermées sur elles-mêmes est coupé des codes de la majorité de la culture française, si vous voulez. Donc, évidemment, si on est mal logé et si on est mal scolarisé, mal logé et mal embauché, vous avez 3 points majeurs qui bloquent l'assimilation ou l'intégration sociale. À partir du moment où vous êtes dans un quartier relativement ouvert, dans une école où les fils d'immigrés ne sont pas ultra majoritaires, à partir du moment où vous êtes dans un travail où vous côtoyez la France et les vieux Français de souche, vous avez 3 points majeurs qui font que vous allez entrer en interaction normale et adopter par le frottement, si vous voulez, les codes de la majorité. Je suis très surpris, par exemple, quand je vais à Marseille, je vois des jeunes enfants qui sont de 3e ou 4e génération et qui parlent quasiment le dialecte algérois, c'est-à-dire d'Alger. Et en fait, parce que Marseille étant le port eh bien, vous avez sans cesse des vagues migratoires qui font que les codes et même les codes de langage de certains ensembles urbains sont davantage marqués au sud de la Méditerranée que dans le provincial. Non, pas du tout. Je crois que le fait qu'une musulmane souhaite couvrir ses cheveux peut se faire avec un chapeau, un béret, un bonnet, une casquette, avec ce qu'on veut. Donc, de fait, si vous limitez le fait qu'une musulmane doive couvrir ses cheveux avec un voile, vous avez un signe exogène, un signe d'habillement qui n'est pas dans la tradition française et qui va être remarqué dans l'espace public. Si la femme musulmane choisit dans son attitude, parce que ce qui est demandé finalement c'est davantage la pudeur, etc., de couvrir ses cheveux avec un couvre-chef qui fait partie de la culture locale, ça deviendra totalement invisible. Non, alors ça c'est une question. Non, il n'y a pas d'obligation de voile. Il y a l'obligation de la pudeur, de couvrir. Enfin, il y a encore une obligation qui est parfois relativisée. Mais non, le voile, c'est parce que c'était l'habit de l'époque, si vous voulez. Donc. Enfin, pas de chasteté. J'espère pas que les femmes qui portent le voile soient totalement chastes. Parce que... Non, mais enfin, elles sont mariées, donc. De pudeur, vous voulez dire peut-être plutôt. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Et puis en Bretagne, on portait la coiffe, etc. Oui. Oui, d'accord. Mais enfin, d'ici à ce que les Françaises de vieille souche se remettent à porter le voile de leur grand-mère pour pouvoir permettre aux musulmanes de passer inaperçues, c'est un peu alambiqué. Mais qui cache la pudeur et un voile qui marque la soumission, il y a quand même un peu franc. Donc moi, ce que je déplore vraiment dans tous ces dialogues maintenant entre musulmans et chrétiens, c'est le manque de savoir. Par exemple, le colloque qu'il y a eu à Paris entre l'abbé et l'imam. Excusez-moi, l'initiation elle est bien, l'initiative elle est bien, mais au final le dialogue c'est terrible. Alors attendez, oui, faut juste remettre ça dans son contexte. L'abbé de Tanoirne est un abbé traditionnaliste qui a des positions très islamo-sceptiques. Et
et j'utilise volontairement un euphémisme. Est-ce que c'était stérile? Je pense qu'en 1h30 de discussion, on ne pouvait pas être fécond. Je crois que la capacité intellectuelle des deux intervenants a été bridée par la limite du temps. Je voudrais juste finir sur un point. Je ne sais pas si les chrétiens sont au courant, mais il y a un monastère, le monastère Sainte-Catherine, sur le mont Sinaï. Au bas du mont Sinaï, au pied du mont Sinaï. Au pied du mont Sinaï, et ils ont gardé une lettre du prophète. C'est une lettre d'allégeance où le prophète dit clairement que les chrétiens sont sous notre protection, qu'on ne cherche pas à les convertir, qu'on ne cherche pas à les voler, qu'on ne cherche pas à nuire à leurs biens. Bref, c'est vraiment une lettre qui est intéressante pour un chrétien à lire pour voir quel est le vrai engagement islamique envers le christianisme. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est aux musulmans de France, je pense, de remettre au goût du jour l'ensemble des sagesses liées à l'interreligieux qui sont dans nos mains et que on ne montre pas assez, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, je crois qu'on a fait le tour. Merci infiniment.